C'est bon? Ok, ok. J'attendais le feu vert. Je suis ravie d'avoir été invitée à cet anniversaire. Alors aujourd'hui, c'est les 40 ans de votre promo, c'est les 26 ans de ma fille et c'est la journée des manifestations contre les violences faites aux femmes. Donc je ne peux pas y aller parce que je suis avec vous, mais je pense très fort à tout cela. Je vais proposer de vous parler de la question du climat, sur laquelle moi je travaille depuis la sortie de l'école. Enfin, pas tout à fait, mais j'ai été amenée à travailler, et je pourrais vous dire pourquoi, sur ces enjeux. Après une formation, donc, promo 85 à l'école des mines, et ensuite une thèse en mathématiques. Et ce que je voulais faire, c'était vous donner un prisme de la question climatique sous l'angle de l'injustice et de la complexité des enjeux pour essayer d'aborder des sujets qui me paraissent primordiaux aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler assez rapidement quelques éléments du dernier rapport du GIEC, juste pour partager le contexte. Et rappeler que le premier groupe, celui consacré à l'évaluation des connaissances sur la science du climat, a estimé qu'on aurait de plus en plus d'événements extrêmes en fréquence et en intensité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut voir comment cela se concrétise dans beaucoup d'endroits de la planète et en France également. Ces impacts vont avoir des conséquences sur les éléments liés à notre adaptation, puisque à la fois il va y avoir une tension sur ces questions de chaleur, une raréfaction au niveau de l'eau, des questions de sécurité alimentaire et des questions de submersion. Et en parallèle de ça, on parle de plus en plus de ces enjeux de biodiversité qui sont aussi liés aux conséquences des changements climatiques. C'est-à-dire que l'interaction entre la question du risque de l'extinction des espèces, de la diminution de leur abondance, des questions liées à l'usage des sols et de la biomasse, de la modification de territoire pour un certain nombre de personnes, comme les populations autochtones qui n'ont pas encore adapté nos modes de vie, pose des graves problèmes. Et donc là où je voulais vous amener, c'était donc à considérer ce contexte par rapport à cette question de l'injustice climatique. Et les illustrations que je mets, hein, pour la plupart, sont extraites du rapport du GIEC. Elle se traduit comment? Dans un premier temps, cette injustice du fait que la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des contextes qui sont extrêmement vulnérables au changement climatique. Et le graphe de droite est très intéressant parce que il montre le croisement en abscisse de la fragilité des zones, de la moins à la plus fragile, et en ordonnée de leur vulnérabilité, de la moins à la plus vulnérable. Et la vulnérabilité, ça s'entend comment? C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la Hollande et le Bangladesh, et si vous réfléchissez à la question de la submersion, vous voyez bien qu'il y a un pays qui va être beaucoup mieux préparé et beaucoup mieux à même de répondre que l'autre. Et donc, c'est comme ça qu'est mesuré cet enjeu de vulnérabilité. Donc, ce qu'on voit, c'est que on a dans la case la plus vulnérable et la plus fragile les pays d'Afrique et les pays également de l'Asie. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ça au regard des émissions qui sont ici présentées par zone pour voir que la contribution, notamment si on regarde l'Afrique, et ça c'est le graphe qui donne les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, telles qu'en évolution jusqu'en 2019,
le bilan global des émissions de gaz à effet de serre est de 9%. Donc, on voit très bien que la corrélation entre zone émissive et zone qui va être le plus impactée, elle se fait dans un sens qui donc traduit une injustice de fait. Donc, c'est pas une préparation, hein, je veux dire, il se trouve que c'est comme ça. Et donc, ça renforce la difficulté de traitement, en fait, de cette question. Parce que si vous suivez un peu les négociations de la COP, vous voyez bien que tout ce qui achoppe, c'est entre pays développés et pays en développement. Et on va revenir là-dessus aussi sur la question de la responsabilité des émissions. Et donc là, on a des projections sur le futur qui sont proposées aussi par le GIEC et qui montrent que, en termes d'évolution, même s'il y a une explosion de l'évolution des émissions dans ces zones, ça ne rattrapera pas. Alors, comment ça se traduit concrètement? Ouais. Ah, on fait comme on veut, je crois, aujourd'hui. C'est votre anniversaire. Donc, c'est vous qui choisissez. Ouais. Juste pour la visio, pour pas que ça devienne remplacer le micro. Oui, là, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation, en fait, si on prend les pays développés, ils sont stables en termes d'émissions. C'est l'Asie et les pays en voie de développement qui ont augmenté de 1990 à 2019. Alors, ben, ils sont toujours sur une tendance. Ce qui est en diminution, c'est la part des émissions, en fait, par rapport au bilan global. Mais la tendance globale est en augmentation de 2%. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que à droite, on a les pourcentages et à gauche, ici, on a les niveaux absolus en émissions. Donc, non, malheureusement, les pays développés ne sont pas en train de réduire leurs émissions. OK, mais donc on a moins augmenté que les pays, l'Asie et les pays. Et les OK. pays émergents. Et c'est ça l'enjeu du débat, c'est de savoir, bah voilà, en fait, vous avez adopté directement le débat sur la position des pays développés. Donc non, mais nous, on émet moins en pourcentage, en taux de croissance par rapport à vous qui êtes en train d'exploser les émissions. Donc je vais revenir un peu sur ce point qui est au cœur, en fait, des discussions. Alors, les impacts, puisque je voulais essayer de vous faire sentir, en fait, parce que je pense que aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sujet, mais en réalité, on n'en prend pas bien conscience parce qu'on ne mesure pas bien quelles sont les conséquences. Donc là, typiquement, quand on dit qu'il va y avoir augmentation des vagues de chaleur, on va avoir, ben, directement, on comprend une conséquence sur les travailleurs qui sont à l'extérieur et qui donc vont subir des chaleurs extrêmes. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était en Inde ou au Pakistan, tiens, je ne me rappelle plus, mais soit en Inde, soit au Pakistan. L'année dernière, il y a eu des très grosses vagues de chaleur et ce sont des assesseurs qui sont décédés, qui tenaient des bureaux de vote en extérieur. Donc, il faut bien comprendre que, en fait, il y a toute une partie de la population qui ne peut pas s'abriter à l'intérieur et notamment pendant sa période de travail. Donc, à côté de ça, ben, il y a bien sûr l'impact sur la question de la production, par exemple en agriculture, donc avec une réduction des récoltes et donc la chaleur pousse aussi à une réduction de productivité de la part des travailleurs. Donc tout ça cumulé, ça crée de la pénurie. La pénurie va créer une augmentation de prix. Ceux qui ont les revenus les moins élevés vont être ceux qui ne vont pas pouvoir accéder donc à des denrées alimentaires. Et éventuellement, il va commencer à y avoir des déplacements de population pour essayer d'aller économiquement trouver des meilleurs revenus ailleurs. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a toujours des effets en cascade et que c'est justement assez difficile finalement de savoir ce qui relève de la question climat, de ce qui relève d'autres événements qui se passent dans certaines zones. Alors, ça, c'est une photo que j'ai prise dans le sud algérien.
donc à la frontière, donc du côté de Janet. Et là, ce qu'on voit dans ces régions, c'est qu'il y a énormément de migrants climatiques, mais qui sont des déplacés locaux, c'est-à-dire que ce sont des nomades qui vivent en Algérie et qui, du fait du manque de ressources, sont obligés de se délocaliser, d'adopter éventuellement d'autres modes de vie parce que ils n'arrivent plus avec leurs petits troupeaux à trouver les ressources nécessaires. Et donc, quand on parle de migrants climatiques, je pense que l'image que les gens s'en font, c'est des migrants qui vont changer de pays, changer de continent. Mais en réalité, la plupart de ces migrants se déplacent localement. Et l'Afrique, aujourd'hui, a à gérer donc 36 millions de déplacés internes en 2022, ce qui est assez considérable. Donc, les projections de l'ONU disent que ça peut atteindre 86 millions en 2050, mais c'est des projections et donc ça peut être beaucoup plus. Et que globalement sur la planète, il pourrait y avoir 200 millions de migrants d'ici 2050. Les migrants, c'est aussi les migrants français, ceux qui ont dû quitter leur logement suite aux inondations, parce qu'ils n'y reviendront plus jamais, parce que maintenant, comme c'est des zones qui sont dans des lits de rivières et qui sont complètement submersibles, impossible de s'y réinstaller. Donc c'est là où il faut vraiment mesurer ce que cela signifie par rapport à l'ensemble des populations. Donc un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est pareil, hein, c'est des régions où on est allé pour le travail. Donc là, on était au Sénégal pour une étude. Et donc, au Sénégal, ils doivent faire face à plusieurs problèmes simultanément. Donc, d'abord, il y a la submersion des côtes, et ça existe depuis assez longtemps maintenant, qui fait que on a des populations de pêcheurs qui sont obligés en fait de se déplacer et qui sont éventuellement obligés de changer d'activité. Il y a aussi une très forte densification dans les pôles urbains. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Dakar, mais c'est devenu une ville extraordinairement importante, puisqu'elle concentre un tiers de la population du pays. Donc 70% de l'activité économique sur 3% de la surface nationale. Cette concentration, bien sûr, elle va générer des conditions de pollution très importantes. Et donc, on voit bien que c'est des modes de développement qui sont pas très favorables pour gérer les questions dont on parle. Ensuite, il y a alors les migrations, donc les pêcheurs qui se retrouvent à avoir aussi des ressources halieutiques qui sont dégradées, vont migrer. Mais le problème, c'est qu'ils vont migrer aux Canaries et ils migrent avec le bateau. Donc, en fait, ils ne laissent même pas l'outil de travail à ceux qui restent. Et puis, il y a des développements de solutions comme par exemple la muraille verte, qui a été vue au départ comme quelque chose d'extrêmement vertueux, mais en réalité, on se rend compte que ben, les murailles vertes, en fait, on plante certaines espèces qui sont pas forcément adaptées. Il y a pas la diversité qu'il y avait naturellement. Et donc, il y a une grosse équipe du CNRS qui travaille localement qui essaye de tirer les conclusions en fait de ces questions. Donc, vous voyez, en fait, dans la migration, ce qu'il faut qu'on voit, c'est deux niveaux. Donc, il y a le niveau de migration rapide, c'est-à-dire si jamais il y a une inondation, il y a des tempêtes, votre lieu d'habitation n'est plus accessible, à ce moment-là, vous êtes obligé de vous déplacer. Mais il y a aussi ce qu'on voit peut-être un peu moins, qui est donc la migration qui va venir d'un peu plus loin, avec l'évolution des températures, des précipitations, la désertification, la montée des mers, qui va modifier en fait les conditions économiques dans lesquelles vous êtes. Et par exemple, sur la droite, ça aussi c'est assez incroyable. Le lac Tchad, moi j'y suis allée il y a 40 ans exactement. Et donc, il avait une surface de 25 000 mètres carrés. En 40 ans, il est passé à 2500 kilomètres carrés. Et vous voyez bien que pour toute l'activité économique qu'il y avait dans cette région, ça pose des questions très importantes. Alors, le lac Tchad, c'est assez exemplaire sur le mélange, en fait, entre ces questions de changement climatique
et puis les enjeux aussi sécuritaires. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énormément de déplacements de populations, pour les raisons que j'évoquais juste avant, qui se sont rassemblées autour du lac Tchad, qui s'est retrouvé avec des populations qui traditionnellement vivent de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. Les pêcheurs n'ayant plus d'eau, comme vous le voyez sur la carte, se sont mis à creuser des trous pour essayer de trouver du poisson. Les éleveurs ont vu leurs bêtes commencer à se casser les pattes dans les trous creusés par les pêcheurs. Donc des tensions ont commencé à naître entre des communautés qui vivaient jusque-là en bonne synergie. Et autour tournent des groupes terroristes type Boko Haram qui recrutent sur la misère et donc qui enrôlent des jeunes qui n'ont pas de ressources économiques et qui créent en fait des tensions supplémentaires dans les régions. Donc, en fait, il y a des enjeux derrière le climat qui sont bien perçus par à la fois les diplomates et les militaires sur la question du maintien de la paix dans des grandes superficies. Alors maintenant que... Oui, bien sûr, le micro. Pour revenir sur la réduction de la taille du lac Tchad, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est l'irrigation, c'est l'augmentation de température, la réduction des précipitations qui explique la réduction de taille. Est-ce qu'on a une idée? Alors, c'est une bonne question. Pour moi, c'est vraiment le changement climatique. C'est pas la surexploitation. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ces régions. C'est pas des endroits où on fait de l'agriculture intensive et on va faire du pompage, etc. C'est vraiment une réduction. Alors, cette région-là, aujourd'hui, je crois qu'elle est à 1,8 degrés de réchauffement. Voilà. Mais, par contre, à vérifier, parce que je suis pas sûre à 100% de ma réponse. Parce que moi, j'avais en tête qu'en Russie, il y a la mer d'Aral Qui a disparu. qui a disparu à cause de l'irrigation ou de culture de coton ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Parce que là, si on dit c'est le réchauffement climatique, ça vaut la peine. Enfin, parce que je dirais le réchauffement climatique, on va dire, bah, regardez, je suis à Paris, j'ai eu de la neige au mois de novembre, donc réchauffement climatique, vous me faites rigoler. Ça vaudrait la peine ici de regarder, si on dit c'est lié au réchauffement climatique, de faire une étude détaillée pour dire oui, c'est bien ça qui est la cause. Pour les gens qui sont sceptiques, moi, Alors, je suis pas sceptique. si ça vous intéresse, parce que en fait, c'est une étude qui a été faite par le ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a une référence derrière. Mais maintenant, ça serait bien si ce que vous dites était vrai. Mais je pense que ça ne suffit pas du tout. Parce qu'il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de petites îles qui sont à moitié submergées et dont la population a été obligée de se déplacer, même des îles qui sont dans le giron de la France. Et c'est pas, en fait, si vous voulez, hum, la question de la prise de conscience, elle va pas venir comme ça. Je vois, j'observe. C'est un peu comme si on vous disait, je sais pas moi, si on vous annonce une maladie grave, vous voyez comment on réagit au départ. Il y a une espèce de négation, tout en disant oui, 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 mais jusqu'à ce que peut-être on en ressente les effets vraiment. Donc c'est quelque chose d'assez subtil et les études psychologiques ne sont pas inutiles dans cette discussion-là, en fait. Alors maintenant, de la responsabilité, donc là... Ah pardon. Merci. On a beaucoup parlé des impacts anthropocentrés, mais est-ce que justement cette perte de superficie du lac, ça a eu des impacts sur la biodiversité locale Sûrement, ouais. oui, bien Est-ce que sûr. vous avez déploré Mais des là, j'ai pas impacts? le détail, mais bien, enfin, Ouais. j'imagine que bien évidemment, puisque d'imaginer une telle perte euh, de recouvrement par de l'eau, ça va forcément impacter les espèces localement. Mais encore une fois, j'ai pas la réponse exacte.
Donc, la question de la responsabilité, donc ça nous renvoie à notre première petite discussion. Là aussi, j'ai essayé de vous extraire quelques éléments illustratifs, me semble-t-il. Donc, déjà, ça, c'est un tableau qui est fourni donc dans le dernier rapport, toujours, et qui montre l'empreinte carbone par habitant, classée par pays. Et en fait, vous voyez que les points en rouge, ce sont les moyennes, et les points qui sont jaunes, c'est par catégorie de revenus, les empreintes, et donc on a une échelle logarithmique hein, qui va de 1, 10 à 100. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 19 pays qui sont dans le bas du tableau, ce sont tous des pays africains. Et si je vous mets le tableau global, ça vous permet de voir que, en fait, quand on arrive vers nos contrées, tout en haut, on voit se déplacer hein, ce point rouge qui était plutôt en bas pour avoir un déplacement complètement vers la droite. Et donc, le bleu, c'est parce qu'on a un nombre de quintiles de revenus différents. Et ça corrobore un des résultats assez importants enfin, un des résultats du rapport du GIEC, qui dit qu'il y a une forte certitude sur le fait que les 10% les plus riches de la planète contribuent à pratiquement la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on dit les 10% les plus riches, ça veut dire les 10% les plus riches en Inde, au Liban, ça veut pas dire des pays en particulier, mais enfin, c'est la population qui a donc les revenus les plus importants. Alors, elle est là, tout en haut, là, par là. En dessous de l'Allemagne, ouais. Parce que moi-même, voilà, c'est ça. Elle est entre l'Allemagne et les Anglais. Voilà, bon, je pense que les Américains... Et la Chine, où est la Chine? Où est la Chine? Alors... C'est par habitant, hein. Ah oui, alors elle doit être en bas. C'est l'empreinte par habitant. Bas. En bas, au-dessous. Voilà. Ok. Bah, vous êtes des super bons élèves parce que transition parfaite pour la slide suivante sur comment je peux vous manipuler avec des graphes et des émissions qui sont représentées en fonction du discours que j'ai envie de vous tenir. Donc, par exemple, là, je reprends le graphe qui montrait donc les émissions par région. D'accord? Donc, on vient de discuter de l'empreinte carbone par habitant. Donc là, c'est par région. Et ensuite, celui-là, il est très intéressant parce que il vous parle des émissions cumulées depuis le début de l'ère pré-industrielle, donc depuis 1850. Donc ça, c'est ce qui, dans la négociation, fait référence à la responsabilité historique, où on voit que l'Amérique du Nord, l'Europe sont encore devant. Alors, donc, c'est des émissions qui sont en CO2 équivalent. Et donc, il y a la partie en bleu, c'est ce qui vient des émissions de fossiles. Et la partie en orange qui vient de tout ce qui correspond aux autres usages des sols, etc. Oui. Ouais. Moi, j'ai une question, c'est le cycle du CO2. Je dirais, quand on le produit, on a produit du CO2 il y a 100 ans, il est toujours dans l'atmosphère ou est-ce qu'il s'est dissipé? Donc là, est-ce que ce qu'on voit, c'est le cumul de tout ce qu'on a émis toutes les années ou est-ce qu'il y a un effet de dissipation qui est intégré ou pas intégré et qui peut modifier le résultat? Je pense que c'est les émissions nettes, hein, c'est pas pris en compte en fait. C'est pas intégré, ouais, c'est ça. Enfin, oui, c'est les émissions au cours du temps. On ne tient pas compte du cycle du CO2.
En fait, ce qu'il faut bien C'est réaliser, pénalisant. bah oui, c'est pénalisant, mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que les indicateurs dans le monde du climat, contrairement à ce qu'on croit, sont des éléments qui sont extrêmement difficiles à capter et qui sont très souvent approximatifs. Alors, je sais pas si je l'ai là, peut-être sur ma première slide. Non. Mais à côté de ce graphe ici, hein, que j'ai repris donc dans ce que j'étais en train de vous montrer, il y a les niveaux d'approximation sur les émissions donc répertoriées par type de gaz à effet de serre. Et en fait, on se rend compte que pour les émissions de 2019, alors qu'on pourrait se dire, bah attendez, on sait quand même quelles ont été les émissions mondiales en 2019, en fait, pas du tout. Il y a des marges d'erreur qui sont importantes parce que les statistiques sont pas les mêmes dans tous les pays de la planète, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas mesurer, parce que les fuites de méthane, tout le monde les planque, etc., etc. Donc, si vous voulez, dans tous ces chiffres, ce que ça donne, c'est une idée pour s'orienter. Moi, je trouve que c'est vraiment comme ça qu'il faut les prendre, parce que si on veut les contester, on va toujours y arriver en vérité. Donc, alors, à côté du bilan historique qui est quand même défavorable pour les pays dits développés, on peut après prendre donc ce qui va aussi donner une certaine lecture, les émissions pour la population totale par région et par habitant. Donc, vous voyez que là, on va retrouver effectivement l'Asie du Sud-Est qui va se retrouver ici. La Chine, à mon avis, est quand même plutôt par là. Et donc, en fait, c'est simplement pour vous dire, il y a une responsabilité historique, évidemment, mais c'est une façon de poser le problème. Et quid ensuite de savoir si les populations de certains pays augmentent. Ça fait que ici, on aura des rectangles qui vont s'élargir et donc une responsabilité aussi qui va devenir de plus importante, de plus en plus importante. Donc voilà, ça c'est vraiment comment discuter des enjeux liés à cette responsabilité. Et après, on peut descendre aussi au niveau sectoriel. Donc ça, c'est un graphe qui a pas forcément été mis beaucoup en valeur, mais que je trouve aussi très parlant parce que il montre en fait les émissions des infrastructures fossiles qui sont installées aujourd'hui et telles qu'elles sont projetés dans le sens où c'est des projets qui sont en cours de déploiement. Et on voit que si on comptabilise toutes les installations liées au secteur hors électricité plus l'électricité, en fait, il suffit d'additionner tout ce qui existe aujourd'hui. Et là, à droite, on a l'objectif du 1,5 qui est déjà bien mis à mal. Et si vous rajoutez tous les projets en cours qui vont être développés, vous voyez que le 2 degrés est largement atteint. Donc, ça corrobore bien ce qu'on voit, puisqu'on a déjà quasiment dépassé 1,4 là et qu'il ne semble pas que les mesures aujourd'hui de réglementation sur les investissements soient vraiment soit développées, soit très efficaces. Donc, vous voyez, en fait, c'est une discussion très complexe parce que vous pouvez stigmatiser des pays, des zones, vous pouvez stigmatiser des secteurs, et en réalité, derrière tout ça, ça veut dire que si on cherche à gérer le problème en clivant, on n'arrivera à rien. Et c'est pour ça que je reviens à mon premier point. Il faudrait qu'il y ait une vraie prise de conscience globale et générale pour dire, enfin, pour sortir du discours de ah oui, mais la France, elle ne représente que 2 ou 3% au niveau mondial. Donc, après tout, si on faisait rien, ça changerait pas grand-chose, qui est décliné à l'infini, puisque chacun peut dire oui, mais alors moi, en Chine, je suis dans telle ville, et finalement, nous, par rapport à la Chine, etc., etc., vous voyez? Donc, c'est une façon de se renvoyer la balle à l'infini. Alors, les solutions qui existent par rapport à toutes ces questions. Donc, ce que je pense aussi très important, c'est de comprendre que aujourd'hui, on doit parler conjointement d'adaptation et d'atténuation, c'est-à-dire qu'on doit à la fois s'adapter et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, si vous êtes attentif
aux discussions, en tout cas nationales, vous voyez que on est quand même toujours un peu bloqué, c'est très inertiel, sur la question de la décarbonation. On va décarboner, on va décarboner, on va décarboner, ben ok. Mais en même temps, les catastrophes s'empilent et il y a des parties de la population qui souffrent énormément du fait que on ne mesure pas l'importance de l'adaptation. Donc, il faut vraiment commencer très sérieusement à envisager cette problématique de l'adaptation. Et le problème derrière, c'est que dans l'adaptation, et un peu comme dans les solutions, il y a beaucoup de solutions dites de maladaptation. Donc, par exemple, maintenant, on peut mesurer que ben, construire des digues, ça n'a pas d'intérêt parce que quand on rentre dans un phénomène inertiel aussi long que celui de l'élévation du niveau des mers, on va donc se retrouver avec des endroits qui vont de toute façon ne plus être vivables. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux déplacer. Donc il y a aussi derrière un peu de bon sens et le fait que bah, je pense que c'est aussi la nature humaine, on a envie de s'accrocher hein, à une certaine façon de vivre et à une certaine vision du développement du territoire et des infrastructures. Et donc les freins à tout ça, c'est à la fois ce sentiment d'urgence qui est faiblement ressenti, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement à la fois des citoyens, à la fois du secteur privé, que la volonté politique, il n'y en a pas, et que les ressources financières et humaines sont très limitées. Et donc ça, c'est un des résultats du GIEC. Ça n'est pas spécifique à la France. C'est vraiment un résultat qui évalue tout ça à l'échelle mondiale. Et pour la transition, si on comprend ce qu'est derrière le mot transition et si c'est pour et envisager de réduire les émissions, on rentre aussi dans cette difficulté que ben voilà, on a des choix du passé, on a des aménagements du territoire. Quand on a construit l'aqueduc de Millau, le pont de Millau, ben, c'est pour la voiture et pour au moins 70 ou 80 ans. Donc après, si on remet en question la voiture, ben, il y a plein d'infrastructures qui ne sont pas adéquates. Et pourtant, les investissements ont été faits. Donc voilà, on comprend bien qu'il va y avoir des intérêts qui vont achoper et que, en plus, on est submergé par le poids de nos habitudes, des normes culturelles et sociales et de nos systèmes de croyances. Donc, ça fait une équation assez difficile. Alors pourtant, dans le troisième rapport du GIEC, celui où on parle des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des solutions, ouais, ouais. Allô? Oui, enfin, moi je trouve que ça serait intéressant quand même de donner quelques chiffres parce qu'on se fait peur assez facilement. L'augmentation du niveau des mers, c'est de l'ordre de 1,5 à 2 millimètres par an. En France, c'est un petit peu plus fort, c'est de l'ordre de 2, 2,5, mais sur l'ensemble du globe, c'est 1,5 millimètre par an. Alors, faut pas non plus se dire tout va être submergé. Alors, on prend toujours l'exemple du Bangladesh, mais c'est un delta dont le sol reçoit plein d'alluvions et qui est très sensible à tout ça. Et puis les îles Vanuatu qui sont en plein dans une zone de rencontre de deux plaques et dont le niveau varie dû à la dérive des continents de plusieurs dizaines de centimètres par an souvent. Donc je trouve que c'est ça le problème, c'est qu'on se fait peur facilement, mais il faut quand même parfois revenir aux chiffres pour dire oui, 2 millimètres par an, bon, dans 100 ans, ça fera 20 centimètres, quoi. Pas, oui, mais... Non, mais je vous renvoie à ça, parce que ce que vous me dites, c'est utiliser un chiffre Non, mais qui... c'est les mesures. Ce qui est important, c'est les mesures. Mais non, mais les mesures, ça sert à rien, parce Si. que... Non, ça sert à rien dans le contexte où c'est une mesure globale de l'élévation moyenne, Oui. et en fait, c'est une mesure qui vous permet de tenir un point de vue comme les indicateurs que je vous montre là permettent de tenir un point de vue. Mais il n'y a pas que les îles Vanuatu,
Et il y a beaucoup d'autres exemples. Moi, j'ai parlé du C'est le bon Sénégal. exemple qui a été donné pour les premiers réfugiés climatiques, parce qu'ils avaient dû aller en hauteur. Oui, Hein. mais aujourd'hui, il y en a des dizaines, des centaines d'autres, en fait, qui sont beaucoup moins médiatisés. Donc là, je parlais de la région de Saint-Louis au Sénégal. Ça, c'est un exemple. Vous prenez la Nouvelle-Calédonie, c'est encore un exemple. Mais enfin, il y en a des centaines quand même. Euh, Donc c'est là où je dis, non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et en fait, le point, c'est pas de faire peur. C'est Moi, c'est pas du tout mon point de faire peur, hein. C'est de regarder les choses en face. Moi, je regarde les choses comme un ingénieur et comme une mathématicienne. Et je pense que si on formule pas bien un problème, on n'a aucune chance de le résoudre. Et c'est vraiment ça l'enjeu, en fait, et je reviendrai là-dessus pour vous dire ce qu'on fait à l'école des mines, c'est de bien formuler le problème. Donc, je pense que votre indicateur, il est intéressant, mais il suffira pas. Et moi, je l'émaillerai par tout un tas d'exemples pour dire à quel point c'est, comme le reste, injuste, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui ne souffreront pas du tout de ce millimètre d'augmentation, pendant qu'il y en a d'autres qui vont vraiment en pâtir. Celles qui sont en ras de la mer, bien sûr. Si vous me permettez, je pense qu'en plus, la mesure historique, elle est faussement source de confort parce qu'il y a des points de rupture. La fonte des glaces, c'est des phénomènes qui s'accélèrent brutalement. Et en fait, là, c'est pas parce qu'on a 2 millimètres qu'on va pas avoir subitement beaucoup plus Les fameux tipping points. il y a le phénomène de la distribution géographique, mais il y a surtout le fait que avec l'augmentation des émissions, on crée des points de rupture et c'est des points de rupture qui sont irréversibles. Oui, il y a une non-linéarité très forte dans tous ces phénomènes. Vous savez, j'ai lu des thèses sur des gens qui sont pas soupçonnés d'être climato-sceptiques sur l'augmentation du niveau de la mer. Isabelle Cazenave, qui encadre pas mal de thèses là-dessus, qui est une spécialiste du sujet. L'essentiel de la hausse du niveau de la mer, c'est un effet thermique. C'est parce que la température a augmenté. Donc, c'est purement la dilatation. Les glaciers, pour le moment, qui ont beaucoup fondu, c'est vrai. Et ils comptent pour assez peu. Ils comptent pour 25% de la hausse, même pas. Hein. Donc, faut pas non plus se faire trop peur là-dessus. Et les glaciers, ils sont beaucoup développés pendant le petit âge glaciaire, là, entre le 14e et le 19e siècle. Mais au Moyen Âge et avant, les glaciers, ils étaient pas plus développés que maintenant. Le lac Tchad, je vous rappelle que maintenant, vous avez la route nord pour aller en Chine. Oui. Non, Oui, non, mais c'est ça, pas- c'est la on parle pas banquise, des hein. pays. Ça, c'est la banquise. Oui, mais La quand je dis banquise, à la ça fait fonte pas des monter le glaces, niveau je de la parlais mer. pas Tiens. Hein. La banquise qu'ils font, ça fait pas monter le niveau de la Ça mer. dépend dans quel pôle vous êtes. Non, la banquise, non. Quand les glaciers fondent, oui, mais la banquise, non. Un glaçon qui fond, ça fait pas monter le niveau dans le verre. Oui, je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir moins peur d'un réchauffement qui serait dû à la dilatation qu'un réchauffement qui est dû à la fonte des glaciers, puisque les deux sont dus au réchauffement climatique. Ça, c'est un premier point. Donc, le second, c'est qu'effectivement, la hauteur, l'augmentation de la hauteur cumulée de la mer depuis le début de la révolution industrielle, c'est effectivement 20 centimètres, mais selon toutes les projections qui ont été faites, ce sera 1 mètre à la fin du siècle. Et 1 mètre à la fin du siècle, même en France, vous regardez, ça fait un recul du trait de côte qui peut être très important. Et donc, qui va avoir un impact. Et effectivement, au Bangladesh, dans les zones proches de la mer, ça peut faire des reculs de plusieurs kilomètres. Donc, c'est déjà des importances qu'on est obligé de prendre en considération. Et si on pense au Nord-Pas-de-Calais, je veux dire, les inondations et le fait qu'il y ait cette difficulté à retrouver un état stable pour la région, ça vient aussi de ces phénomènes cumulés. Donc, je veux dire, je pense que si on s'enferme trop dans des débats d'experts de ce type, ça crée encore une fois ce clivage où moi je vais l'emporter sur ton chiffre et je pense que en fait non, enfin oui bien sûr c'est de quantifier les effets, mais à un moment on n'aura jamais fini de quantifier les effets avant de prendre la vague en pleine face. Parce que c'est la science et que c'est très long et qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et il faut beaucoup de thèses. Oui, mais elle quantifie, mais je veux dire,
un rythme qui est quand même assez lent. Et donc, à partir de là, je dis, il y a des tendances, et je pense que les travaux du GIEC sont là pour essayer de collecter toute la ressource et la restituer avec une évaluation du niveau de confiance associé à chacun des résultats, et qu'ils sont vraiment là pour aussi donner des éléments de cadrage. Et ce sont des travaux très scientifiques, bien sûr. Donc, je continue parce que, si vous voulez, vous vouliez poser une autre question? Non. Donc, sur les solutions, alors globalement, ce que conclut le rapport, c'est qu'il y a une forte croyance au fait que donc il y a des options qui sont disponibles dans tous les secteurs pour permettre de réduire au moins de moitié les émissions d'ici 2030. Bon, alors c'est dans 6 ans, quoi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les éléments sur étagère. Et comment travaille le GIEC? En fait, il travaille par secteur, c'est-à-dire que il va avoir des chapitres qui sont consacrés à l'énergie, à l'usage des sols, à l'industrie, ville, bâtiment, transport. Et il va quantifier les leviers potentiels dans chacun de ces secteurs pour réduire les niveaux d'émissions. Donc, je ne vais pas vous les passer tous en revue, mais il y a un tableau qui est assez intéressant qui a essayé de regrouper tout ça pour montrer que pour moins de 100 $, on peut effacer une tonne de CO2 avec un certain nombre de technologies, donc qui sont classées par secteur, énergie, usage des sols, industrie, transport, et qui dit comment en fait le prix, le coût en fait de ces technologies augmente ou pas. Donc ça donne une grosse classification. Je ne vais pas rentrer dans ce détail un peu rébarbatif. Et ensuite sont donnés donc par secteur des résultats qui sont pas tellement, comment dire, innovants, surtout pour des ingénieurs, puisqu'on va reparler de toujours un peu les mêmes éléments. Mais là où je voudrais vous entraîner plutôt, c'est sur le nouveau chapitre qui a été introduit dans le dernier rapport du GIEC et auquel j'ai participé, où pour la première fois, on est en fait, et donc le cadrage du rapport, il faut comprendre que c'est une production qui est réalisée à la demande des gouvernements, et donc il pose un certain nombre de questions, et impulsé par l'Inde, il y avait une question un peu récurrente depuis les deux derniers exercices, qui était d'évaluer quels étaient les potentiels côté demande et côté usage par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et à leur réduction. C'est-à-dire, est-ce que, en travaillant sur le comportement, les usages et cette demande, donc par rapport au mode de vie, on pouvait espérer une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le principal résultat de ce chapitre, c'est de dire qu'on pouvait réduire de 40 à 70% d'ici 2050, mais avec un niveau de confiance assez moyen par rapport à d'autres résultats qui disent que, par exemple, on est sûr, c'est very likely, ça veut dire on est à 99% de probabilité sur la confiance accordée aux résultats. Donc là, on est plutôt dans un niveau assez moyen et vous voyez que la fourchette est assez large, 40 à 70%. C'est quand même pas la même chose. Et donc, c'est un travail qui était très intéressant parce que, en fait, il devait nous permettre d'évaluer finalement ce qu'est la demande. Et je vous le rappelle, on travaille sur l'ensemble de la planète. Donc, c'est un chapitre où, bien évidemment, on n'a jamais utilisé le terme de sobriété parce que tous les collègues des pays du Sud, la sobriété, c'est quelque chose qui est inentendable aujourd'hui, puisque la plupart des populations n'a pas atteint un niveau de vie décent. Et donc, toute la discussion, c'est cette... Oui, Ouais, j'aurais bien une sûr. question justement sur ce sujet. Mhm. On observe des jeunes aujourd'hui, donc la génération des jeunes adultes, dont certains ont des changements de comportement. Je pense à mes filles qui ne voyagent plus en avion, qui prennent le train, quitte à mettre 2 jours pour aller en Suède. Est-ce que ce changement de comportement, est-ce qu'aujourd'hui c'est anecdotique
Je parle des pays développés, ou est-ce que on commence à avoir un mouvement de fond? Alors, bon, j'ai pas de chiffres là-dessus. Hum, Mais donc, il y a quelques mouvements. Par exemple, je vous ai entendu parler en Suède, justement, le mouvement sur bannir les gens qui prennent l'avion, qui a été assez fort. Euh, Il y a des mouvements en France. Alors, il y a des comportements individuels comme celui que vous décrivez. Euh, mais moi, en étant beaucoup au contact de la jeunesse en France, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était quand même, entre guillemets, les nantis qui avaient ce type de comportement, par rapport à toute une frange de la population qui n'est pas du tout impliquée en fait dans ce questionnement. En plus, il se trouve que moi, je suis basée à Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur. Je peux vous dire que franchement, on n'observe pas vraiment un changement de comportement. Il y a autant de jet ski, les jets privés atterrissent en masse. Il doit y avoir un avion toutes les minutes qui atterrit à Nice. Enfin voilà. Donc je pense que c'est vrai que dans nos milieux, par exemple à l'école des mines, on a pas mal d'élèves aujourd'hui qui sont un peu dans cette demande. Si jamais on veut organiser un voyage, voilà, si jamais tu veux aller je sais pas, en Inde, il y a la moitié qui disent on viendra pas. Donc oui, oui, il y a un changement. Mais toute la question, c'est de savoir d'abord quel est l'impact et, et comment ce changement peut avoir un effet. Et ce que je pense, c'est que il faut qu'il soit bien sûr accompagné par des changements beaucoup plus profonds dans notre société et justement par rapport à ces questions sur lesquelles je voulais vous amener du bien-être, puisque en fait le problème c'est qu'il va y avoir des choix un peu systématiques où on va identifier des choses, donc je prends pas l'avion, mais derrière mon dos il y a plein de choses qui explosent parce que je stream toute la journée, je me fais livrer ma nourriture à la maison. Alors j'ai arrêté de manger de la viande, mais bon, si je me fais livrer tous les jours de la nourriture qui en plus est fabriquée industriellement, moi je leur dis aux jeunes, mange un bon steak de temps en temps et fais ton marché tous les dimanches. Et je pense que ça sera aussi efficace que des positions un peu extrêmes. Donc c'est là la complexité en fait, c'est que on est vraiment dans cette difficulté et en plus on se rend compte que par rapport à la disparité, donc ça je trouve elle est très sympa cette image parce qu'elle dit vraiment tout ce qu'il faut dire. Euh, donc, on a des pays en développement qui veulent accéder à un modèle qui n'est pas soutenable, des gens qui vivent dans un modèle qui n'est pas soutenable, qui font deux, trois sacrifices, mais quand même pas l'essentiel. Moi, j'ai fréquenté aussi la conférence, la COP, on la fréquente avec l'école depuis pas mal d'années, parce que on représente donc les scientifiques. Et moi, je suis toujours frappée par les nuées de jeunes qui sont des activistes du climat. Et dès qu'ils arrivent dans les lieux où sont organisées ces COP, la guerre, c'est quoi? C'est trouver une prise. Donc en fait, tout le monde est là en train d'essayer de se câbler, de se connecter, d'envoyer des vidéos, de se faire passer son machin sur YouTube, de se mettre son truc. Et je me dis, mais c'est de la folie. C'est-à-dire que, en fait, tout en prenant des choses comme prends pas l'avion, etc., mais on voit pas plus loin que le bout de son nez. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et on stigmatise l'autre, hein, parce qu'en plus, il y a des choses visibles et puis des choses invisibles. Ouais. En fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on sait dire aujourd'hui pour un Français, si on veut respecter l'objectif de 1,5 degré, à quelle date dans le passé ça nous ramènerait en termes de consommation? Ça veut dire est-ce que il faudrait consommer comme nos parents consommaient dans les années 60? Est-ce que ça veut dire qu'il faut consommer comme nos grands-parents dans les années 30, en 1880? Enfin, est-ce que ça, on sait le dire? Parce que je dirais, si on dit bah, il faut vivre comme dans les années 60,
Moi, j'étais jeune dans les années 60 et c'est pas, voilà, non, mais enfin, je veux dire, c'est pas inconcevable. Voilà. Est-ce qu'on a cette réflexion? Est-ce qu'on s'est donné une réponse à ça pour éviter de faire peur aux gens? C'est-à-dire, on va pas retourner à l'âge de pierre. Oui, mais ça, c'est totalement, encore une fois, c'est pas mesuré de porter le débat sur des extrêmes. Je pense qu'il y a, ouais, je voulais intervenir peut-être. C'est juste pour répondre au monsieur. Je pense que je mange beaucoup moins de viande que mes parents dans les années 60 et je vous assure que j'ai pas l'impression d'être en régression par rapport à eux et j'en suis pas plus malheureux pour autant. Oui, non, voilà, donc c'est une question de point de vue. Je voudrais quand même faire une petite remarque. Monsieur disait, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il peut faire tous les efforts qu'il veut et nous, en France, on peut faire tous les efforts qu'on veut. Le problème, comme vous l'avez dit, c'est un effort mondial. Mhm. Si la France décide de stopper complètement ses émissions de CO2, ça fera peut-être 1 millième de degré dans 50 ans en moins. Donc, c'est pas la peine. Donc, il faut effectivement motiver tout le monde. C'est pas en se disant, moi, en France, je vais faire des gros efforts. On va tous faire des gros efforts. C'est louable, c'est bien. Mais si les Chinois, les Américains, les Indiens continuent à émettre comme ils émettent, ça sert à rien. Mais toujours, je ramène la discussion à une question de point de vue. Donc, moi, je pense que si la France se donnait comme challenge d'être un pays dans lequel on développe ce qui va bien, c'est-à-dire c'est pas les citoyens qui vont y arriver tout seuls. Il faut mettre en place des infrastructures, un système, revenir sur la question de la mobilité et pas juste avec le véhicule électrique, soyons sérieux, avec vraiment une vision où on pourrait dire, par exemple, chaque citoyen français doit pouvoir se déplacer dans un périmètre de 200 km autour de chez lui avec un moyen qui n'est pas émissif. Et l'État contribue à mettre tout ça en place. Donc, en fait, OK, c'est 1 ou 2% en moins en termes d'émissions. Mais la France, n'oublions pas, c'est le pays le plus visité au monde. Donc, si on pouvait être une vitrine qui ferait un effet d'entraînement, parce que, en fait, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il faut entraîner. Et donc, il y a aussi un résultat intéressant dans le rapport qui dit que quand vous avez un groupe de personnes, il faut qu'il y ait 10% d'influenceurs pour faire basculer le point de vue général. Donc, moi, je crois beaucoup plus à ce genre de choses, c'est-à-dire à pas être dans le bon, bah, c'est pareil, moi, je vais manger 3 steaks puisque mes enfants n'en mangent plus. Et comme ça fera une moyenne et on aura fait un petit effort. Non, mais vous voyez, on peut pousser le raisonnement Non, très mais vous loin. pouvez faire une très belle vitrine, ça va bien faire rigoler Trump. Si vous pouvez Mais- changer Trump, ça, Mais au-delà de bonne Trump, chance. dans la question dont on parle aujourd'hui, Trump, ce sera vraiment peanuts dans l'équation. Donc, il faut Les vraiment. États-Unis sont un gros émetteur, hein, quand même. Oui, mais ce que je veux Et dire, ils sont c'est une belle qu'il faut, vitrine aussi. il faut aller au-delà, à mon avis, parce que c'est un entraînement et en fait, c'est des décisions euh, qui ne relèvent pas de l'agitation mondiale quotidienne telle qu'elle nous est proposée par les médias. Je pense que c'est vraiment un problème qui est beaucoup plus profond. Donc, si je reviens un peu sur les questions justement de niveau de vie et les questions de bien-être. En fait, toute la réflexion, elle est autour de ça. Donc, est-ce qu'on revient dans les années 60, etc. Je pense que ça peut être beaucoup plus simple, c'est-à-dire une question de bon sens. En fait, c'est là où je dis, on comprend les tendances, on comprend qu'on va pas dans les bonnes directions, et après, on peut s'interroger si on a bien sûr l'information nécessaire pour revenir à une perception de notre environnement qui soit une perception dans laquelle on veut mieux s'intégrer et dans laquelle notre bien-être, peut-être qu'on peut se recentrer sur une recherche plus personnelle ou plus qualitative plutôt que quantitative. Aujourd'hui, quand on parle de la problématique sociétale, on nous parle du pouvoir d'achat. Donc en fait, on a identifié le problème des gens avec un pouvoir d'achat. Moi, je trouve que c'est quand même exemplaire
comme perception de ce qui fait sens pour les gens. Bien sûr, payer ses factures, mais le pouvoir d'achat, ça veut tout dire. Ça veut dire que plus j'achète, plus je suis content. Et quand on a réduit une société à ça, à ces valeurs-là, qui nous viennent beaucoup de nos amis américains d'ailleurs, eh ben on se retrouve avec des schémas comme ça. Et on a perdu beaucoup le sens de nos vies. Donc, le problème, et ça c'est une étude dont je voulais rapidement vous parler, c'est que en fait là on est dans cette situation ici. Donc ils essayent de discuter des inégalités et on voit que on est dans une situation où on va avoir une frange de super riches qui vont donc émettre cette quantité très importante. Et donc, la question, c'est si on réduisait les inégalités, dans quel sens on irait de manière globale? Il faudrait déjà diminuer les super riches. Donc, diminuer les super riches, ça, je pense que c'est quand même, quand on voit un peu l'état d'esprit de tous ces gens qui, aujourd'hui, commencent à diriger la planète, d'ailleurs, en étant super riches, c'est un challenge, hein. Et le problème, c'est que réduire les inégalités, ben, ça va faire augmenter, et on évalue que ça fera augmenter sans doute de moitié les émissions qu'on a aujourd'hui. Donc c'est aussi une question qui est assez complexe. Et pour couronner le tout de ce petit panorama que je voulais dresser avec vous, la question des leçons du passé. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans les ressources fossiles qu'on évite grâce à un certain nombre de technologies, on a déplacé le problème en se reportant sur les ressources minérales et un certain nombre de matériaux qui sont critiques deviennent en fait le nouvel or noir en posant des difficultés de plusieurs ordres, c'est-à-dire que à la fois ça peut déstabiliser des pays qui vont avoir donc ces ressources qui vont être à la fois convoitées par des groupes privés extérieurs, des groupes rebelles intérieurs, des conditions de travail complètement indécentes avec l'exploitation d'enfants et finalement des revenus qui reviennent très rarement aux populations locales. Donc ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence et on ne peut pas sur l'autel de ma voiture électrique n'émet pas, c'est pas grave si ma batterie dépend de toutes ces ressources, s'en contenter, je pense. Donc ça, c'est aussi le problème que on va avoir une transition du Nord sur le dos du Sud. Et quand je dis les leçons du passé, c'est que il me semble que ça renvoie un peu à des schémas déjà vus. Et cette question-là, cette question de gouvernance, il faut vraiment la discuter. Il y a une autre grande solution, notamment que nous avons poussé en France avec le plan France 2030, et les Allemands aussi, c'est l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est aussi un peu le même mirage, dans le sens où on nous parle d'hydrogène vert. En fait, 90%, c'est l'hydrogène qui est produit à base de fossiles, et que l'hydrogène vert qu'on va aller chercher, c'est dans les pays qui ont aussi des problèmes de production d'énergie et qui se retrouveront à exporter, soit avec des pipes, bon, il faudra savoir par où ils passent, soit avec carrément du fret type méthanier qui va pas non plus avoir un bilan très positif. Et d'ailleurs, la production sera-t-elle verte? Ça, on n'en sait un peu rien. Donc c'est aussi une façon de pousser le problème ailleurs, encore une fois. Et donc ça aussi, c'était les enjeux des matériaux. Derrière tout ça, se posent des questions d'influence et de stratégie. Donc on est en train de redéfinir des géopolitiques sur le fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui deviennent des acteurs majeurs, et notamment pour le process des minéraux. La Chine s'est positionnée de manière majoritaire pour un grand nombre de ces matériaux.
Donc, parce que la Chine fait de la prospective, en fait, et qu'elle a une vision de très long terme, contrairement, je pense, à beaucoup de pays dans lesquels nous vivons. Donc voilà, donc tout ça, c'est un panorama qui ne doit pas avoir vocation à être anxiogène, mais qui plutôt, pour moi, a un intérêt, c'est d'essayer de réfléchir plus largement, en fait, à cette question, en essayant de prendre en compte tous les éléments et en comprenant que, ben, en fait, nos enseignements du passé, c'est quand même de voir que nos choix de développement peuvent éventuellement mener à des impasses. Et ça, c'est un résultat du GIEC dont la confiance est assez haute. Et donc, ça pousse un certain nombre de gens à remettre en cause les sociétés modernes et leurs modèles de développement. Euh, donc ça, c'est une citation d'une historienne qui écrit avant même de détruire pour l'ensemble des peuples les équilibres environnementaux, elles se sont engagées, ces sociétés, dans une forme de déshabitation du monde qui compromet le maintien des formes humaines de la vie. Et je pense que c'est pas, justement, je pense que c'est pas vraiment une question d'indicateur que de comprendre ça quand on entend que, par exemple, à New Delhi, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux tellement c'est pollué. Bah là, c'est pareil, hein, moi, quand j'arrive à Paris, voilà, je suffoque. On peut pas respirer dans cette ville. Bon, peut-être vous vous rendez pas compte, mais voilà, c'est tous ces éléments-là, je dirais, qui corroborent. Moi, je dis toujours aux climato-sceptiques, bon, bah, vous êtes climato-sceptiques, mais quand même, vous vous rendez bien compte qu'il y a une dégradation autour de nous qui rend cette planète de plus en plus invivable. Donc ça pousse à se demander ben, comment on peut essayer de réfléchir donc, il y a cette idée du retour vers la notion de l'inappropriable, c'est-à-dire la nécessité de changer notre mode de pensée. Donc, je pense que ça, c'est au-delà de ce que font les jeunes, c'est d'aller sans doute plus loin pour pouvoir se rendre compte que, ben, en fait, à force d'être braqué sur la question de la propriété, tout est une question monnayable. Mais en réalité, on est en train aussi de parler d'un droit nouveau qui est le droit de la nature. Je ne sais pas si vous avez entendu dire qu'il y a des juristes qui maintenant sont en train de défendre des arbres, des fleuves en tant que tels et ont gagné certaines batailles, notamment en Amérique latine, pour que donc la question d'habiter la Terre soit rediscutée d'une manière différente. Et donc la question aussi, c'est peut-être d'élargir les savoirs et de rentrer dans une vision un peu plus humble, parce que c'est vrai que même moi, en tant que scientifique, je me rends compte que on a cette approche scientifique très rationnelle, très occidentale, qu'en fait, on perd aussi la capitalisation de savoir et de façon de faire, notamment sur l'adaptation. L'Afrique, c'est un continent qui s'adapte depuis maintenant très longtemps et duquel on aurait certainement beaucoup de choses à apprendre. Et notre façon de quantifier, de valider, de donner des index, de dire ce qui est intéressant ou pas comme production scientifique, fait qu'on a mis de côté beaucoup de productions d'un autre ordre, d'un autre type, qui contribuent au savoir général. Et donc, je pense qu'il y a cette réflexion-là à mener et aussi l'idée de prendre en compte toutes les disciplines. Donc, juste pour conclure, je vais vous dire comment tout ça, on a essayé de le valoriser, le synthétiser, le mettre en musique à l'École des Mines de Paris. Donc, l'injonction du GIEC, dernier rapport, c'est de passer à l'action. Et nous, on s'est dit, bah, nous, en tant que scientifiques, comment on peut passer à l'action? Et ben, d'abord, en essayant d'adopter l'approche que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une vision systémique et holistique, c'est-à-dire prendre en compte tous les éléments de sorte que quand on déploie une solution quelque part, ça ne devienne pas un problème ailleurs.
Et pour ça, c'est vrai que très souvent, dans les débats, soit on est très sectoriel, on oublie de prendre en compte les questions de règlement, les questions de mode de vie, l'acceptabilité, les infrastructures, la finance, les investissements, les externalités. Donc, on a essayé de faire le prisme de tout ce dont on aurait besoin pour bien formuler encore le problème et essayer d'avoir une approche qui soit conséquente. Et donc, il y a 2 ans maintenant, on a créé cet institut qui s'appelle The Transition Institute 1.5, l'ambition d'une véritable transition. Alors, 1.5, pour se rappeler que c'était 1.5 qu'il ne fallait pas dépasser. Je le dis comme ça parce qu'on m'a dit, mais 1.5, mais c'est foutu, etc. Oui, mais c'est pas grave, ça restera. Et l'objectif, c'est en fait de faire en sorte que toutes les recherches qui sont développées à l'école, vous savez qu'on a 18 centres de recherche, 5 domaines d'enseignement et de recherche, 5 départements d'enseignement et de recherche, on est très siloté, on est des chercheurs, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, si mon directeur ne doit pas entendre ça, mais donc on travaille chacun sur nos sujets, et il n'y a pas forcément une coordination. Donc parfois on ne sait pas en fait ce qui est produit au sein de l'école, et il peut y avoir des relations directes entre les chercheurs et les institutions externes. Donc là, l'idée du programme, c'est déjà de capitaliser ce qui existe, de sorte qu'on puisse le faire émerger dans le débat public qui nous paraît un petit peu trop préempté par, comment dire, un certain nombre de personnes qui s'automédiatisent et qui font pas forcément avancer les choses. Donc, on voulait remonter la parole scientifique, en fait, au sein de ces discussions de société, avec un programme de recherche en 5 axes, où on essaye de se poser des questions d'une manière un peu décalée. Donc, je vais pas les détailler là, parce que sinon, je repars pour 1 heure. Et où notre moteur, c'est les étudiants. Donc, le cycle ingénieur civil et les doctorants. Dans le cycle ingénieur civil, on crée un parcours académique qui nous permet de les impliquer et de les mettre à contribution, et puis de les faire agir, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent agir. Et le parcours doctoral, en fait, c'est nous qui finançons les thèses sur les sujets qui sont des sujets transversaux. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ben, on a eu beaucoup de succès, en fait. On a créé donc 2 éditions de forums de haut niveau, on a lancé un podcast, on a des webinaires publics tous les 2 mois, on a créé des notes d'éclairage et on lance un certificat qui va être une formation exécutive sur 1 année pour des cadres de haut niveau et qui va permettre de les accompagner de manière un peu plus développée que la fresque du climat, dans la perception donc de la prise de conscience au déploiement de tous ces enjeux liés aux questions de transition. Et donc, ben, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces programmes, une adresse fonctionnelle, tti.5@minparis.psl.eu, et on vous répondra avec plaisir. Voilà.